Bon, bonjour à tous. Là, ça va être un moment de détente un petit peu. Pas trop de hack logiciel. On va pas parler de chiffrement, de Tor, etc. On va essayer de vous faire quelques présentations sur un concept que vous connaissez peut-être, qui est le life hacking. Alors, qui a déjà entendu parler de life hacking? On lève la main. D'accord. Ok, donc il n'y a pas grand monde, ça va, c'est bien. Donc life hacking, c'est simple. Vous prenez life, la vie, quotidienne, professionnelle, personnelle, et vous prenez le terme hack, dans tous ses sens du terme, amélioration, détournement. En gros, le life hacking, le principe, c'est d'essayer d'avoir des trucs, des astuces, éventuellement des outils, qui permettent finalement de mieux vivre dans la vie aujourd'hui, dans laquelle on est surchargé d'informations, éventuellement aussi de travail, d'activités diverses et variées. Donc depuis quelques mois, enfin même depuis un an et demi, je crois, avec quelques amis, alors principalement issus du monde du logiciel libre, mais pas que, mais quand même principalement, on se réunit une fois par mois pour échanger les pratiques de life hacking. Et on s'est rendu compte en fait que le life hacking, principalement aujourd'hui, c'est anglo-saxon. La plupart des articles qu'on trouve, c'est en mode anglo-saxon. Les articles sont en anglais, les présentations sont en anglais. Donc on s'est dit que ça serait intéressant de faire des présentations en français, des retours d'expérience en français. Et donc une fois par mois, on se réunit, on fait des présentations sur divers sujets. Et là, on s'est dit, il y a Passage en scène qui arrive, ça parle de hack. Donc on va essayer de vous faire quelques présentations qui ne recouvrent pas l'ensemble des life hacks qui peuvent exister, mais qui vous présentent quand même une catégorie assez différente des différents life hacks qu'on peut avoir présentés ces dernières années. Donc là, il y a un site qu'on vient d'ouvrir très récemment, donc sur lequel il n'y a pas pour l'instant grand-chose. Il y a un salon IRC qui est Diez Life Hacking sur Freenode. Il y a une liste de discussions, mais je n'ai pas encore mis le lien, mais je le mettrai tout à l'heure sans aucun souci. Et donc pour ceux qui sont à Paris, les réunions qu'on organise vont être ouvertes bientôt. Donc c'est la Fondation pour le progrès de l'homme dans le 10e, donc vous serez évidemment les bienvenus. Donc là, on va vous faire 4 présentations. La première, c'est sur une méthode qui s'appelle Pomodoro. La deuxième, c'est Fabien, c'est sur le memory loss. Et vous allez voir, c'est particulièrement intéressant. La troisième, c'est sur le tourisme expérimental. Et la quatrième, c'est comment dire l'essentiel en 6 minutes. Donc le quatrième, il a quand même un défi, c'est qu'il faudra tenir 6 minutes, pas plus. Donc je vais d'abord inviter mon ami Alexis à présenter la partie Pomodoro. Merci, bonjour à tous. Alors, Pomodoro, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un voit ce que c'est, Pomodoro? Une pomme d'or? Une tomate en italien. Alors pourquoi parler de tomate et à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on voulait dire? Alors, mon principal problème et pourquoi je me suis intéressé à ça, c'est que j'avais des tas de choses différentes à faire et que je les notais toutes. Je notais tous les trucs que j'avais à faire et c'était la course. Et j'étais tout le temps en train de sauter d'un truc à l'autre. Et puis ça me pesait sur les épaules, ça me tirait. J'étais vraiment super tendu, j'étais de plus en plus... Et puis j'avançais pas, et puis ça me stressait, alors j'essayais d'aller plus vite, quoi. Et puis j'y arrivais pas. Puis un jour, il y a un mec qui m'a dit, en fait, c'est marrant ta façon de faire. Je te regarde travailler depuis tout à l'heure, et putain, qu'est-ce que tu t'agites et tu te cours dans tous les sens, c'est fou. Il dit, fais comme moi. Moi, je fais une pause toutes les demi-heures, de 5 minutes. Et ça va te détendre, ça va aller mieux. Je dis, si je fais des pauses tout le temps comme ça, je vais plus jamais travailler. Il me dit, non, tu veux faire un truc un peu différent. Tu vas faire une pomme d'or à chaque fois. Un pomodoro à chaque fois. Donc tu te dis au début de ton pomodoro, tu vas faire une chose. Une seule chose. C'est tout. Tu ne vas pas accepter d'interruption. Ça va durer 25 minutes. Et au bout de tes 25 minutes, tu vas t'arrêter, tu vas te faire une petite pause de 5 minutes. Tranquille. Tu respires, tu te détends. Si tu n'as pas terminé la chose que tu avais décidé de faire au début de tes 25 minutes, parce qu'elle dure plus longtemps, tu t'y remets, puis tu lances un deuxième pomodoro. Allez, tu mets ton minuteur en route, 25 minutes, tranquille, pas d'interruption, et on reprend. Déjà, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses que je faisais qui réclamaient moins de 25 minutes. Donc j'ai appris à ordonner au début de la journée, c'était quoi les 3, 4, 5 choses vraiment importantes que je voulais faire aujourd'hui. Et du coup, je les prends au premier pomodoro, et puis je marque combien de pomodoro ça m'a coûté de faire chaque chose. C'est marrant de voir que déjà je fais plus de choses, puis c'est quand même vachement plus cool. Hein. Je respire plus. Alors de temps en temps, je vais voir mes mails. Alors je me dis, ce Pomodoro-là, le prochain, c'est pour les mails. Donc je vais regarder les mails. Alors je fais tout ce qui est mail, et puis après je fais tout ce qui est trucs sociaux, microblogging, tout ça, interruption externe. Même les coups de téléphone. Je laisse le téléphone sonner, puis je regarde les messages pour un Pomodoro espace communication. Et en fait, c'est super cool. Je suis moins interrompu, je vais plus vite. Et essayez-le.
Il y a des gens qui sont fous, ils ont des logiciels pour le faire. Au bout de 25 minutes, quand c'est l'heure de la pause, ça leur bloque le clavier. Ils ne peuvent plus rien faire. Essayez, je suis sûr qu'il y a des logiciels pour vous aussi. Et tentez ça, essayez de faire une seule chose, pendant un temps défini, et essayez de faire des pauses. 5 minutes toutes les demi-heures, ça paraît énorme. En fait, c'est incroyable, c'est que c'est suffisamment court pour qu'on se rappelle exactement d'où on en était. Vous écrivez un courrier, vous revenez au bout de 5 minutes, vous vous asseyez sur le truc et vous continuez la phrase comme si vous n'étiez pas arrêté. C'est surprenant, c'est suffisamment long pour faire une vraie coupure, et suffisamment court pour que vous puissiez reprendre sans avoir perdu le contexte. C'est assez étonnant. Par contre, un quart d'heure en allant discuter, en faisant plein de trucs, normalement vous perdez le fil. 5 minutes juste, génial. 4 pomodoro, faites une pause un peu plus longue, pour aller déjeuner, des choses comme ça. Puis hop, on reprend. Le seul truc qui m'arrive de temps en temps, c'est que j'oublie de commencer au début de la journée de faire des pomodoro, et je me rends compte au bout de 2 heures que j'ai pas fait de pause et que je suis tout... Bon, c'est dommage. Je vous remercie. Il est où notre animateur? Citer les logiciels. Non. Ah, je pense qu'il faudrait que tu cites 2 logiciels. Tu veux que je le fasse? Alors si vous voulez tester, il y a 2 logiciels qui existent. L'un s'appelle Workreve. Corben avait d'ailleurs fait un billet dessus il y a quelques mois, qui fonctionne sur plusieurs plateformes, et celui-ci bloque le clavier, notamment. Et pour les Emaxiens, c'est-à-dire pour les gens sérieux, vous avez Orgmode, qui permet de vous faire du pomodoro tranquillement, quoi. Donc Workreve ou Orgmode. Ou Hamster aussi, effectivement, qui fonctionne pas mal, ouais. Bon, est-ce que vous avez des questions à Alexis sur Pomodoro? Il va nous l'expliquer dans CITX6 tout à l'heure, je pense. Donc on va passer à Fabien, qui va nous présenter Memory Loss. Donc Fabien, c'est à toi. Merci. Donc ça s'adresse à un public assez spécifique de geeks ayant un peu peur de perdre la mémoire. Ok. Il y en a qui se rappellent un peu de la petite musique. Je ne vais pas la faire chanter. Je ne vais pas oser la chanter moi-même. En fait, le principe, c'est... pourquoi c'est intéressant? C'est qu'est-ce qu'on a de plus précieux? À mon avis, à part tous les gadgets électroniques et les relations qu'on a autour de nous, c'est sa mémoire, quoi. Et qu'est-ce qui peut se passer si on la perd? Donc le petit problème, à mon avis, pourquoi c'est spécifique par rapport à d'autres questions du même genre, c'est qu'une fois qu'on l'a perdu, on ne peut pas revenir en arrière. C'est trop tard. Et si jamais on n'a pas mis en place un système de reliance pour revenir en arrière, c'est fichu. Que c'est une base d'informations qui est à mettre à jour constamment. C'est-à-dire que si je n'ai pas en fait les informations d'hier, c'est dommage. Et c'est probablement ce que j'ai fait le plus intéressant, parce que théoriquement j'apprends, donc ce que j'ai fait le dernier jour était plus intéressant. Après, ça dépend du type de confiance qu'on a avec sa banque ou son psychologue, mais il y a probablement certaines choses que, au niveau vie privée, on n'a pas forcément envie de dire à tout le monde, quoi. Donc là, le petit processus que je propose, c'est d'abord de classer, en fait, de prendre des statistiques de risque, parce que finalement, les problèmes qui risquent de m'arriver pour que je perde la mémoire ne sont pas forcément les mêmes que pour toi, que pour toi, que pour toi. Et ça va changer au fur et à mesure du temps. Le moins cher, c'est au niveau environnemental, c'est-à-dire que finalement, on vit dans un environnement de tel type, il y a probablement moins de chances que, je ne sais pas moi, si jamais j'ai confiance au niveau sanitaire, plus que dans un autre pays où je voyage, bon, ici, je vais être plus relax. Au niveau familial, donc typiquement, demander à sa famille, ses grands-parents, etc., est-ce qu'ils ont eu Alzheimer, si jamais on est une personne âgée. Au niveau médical, son médecin, les spécialistes, etc. Et au niveau génomique, tout ce qui est séquençage ADN, et neurogénomique, c'est tout ce qui est spécialisé au niveau du fonctionnement du cerveau. Le but étant évidemment de passer plus de temps pour là où il y a le plus de risques. Parce que finalement, si on passe beaucoup de temps à quelque chose qui ne m'arrivera pas, enfin je le perds mon temps, donc c'est pas vraiment très intéressant. Pour chaque problème, essayer d'avoir une stratégie, parce que finalement, suivant le type de mémoire par exemple qu'on va perdre, on va pouvoir la réutiliser après, et donc comment on va pouvoir récupérer ce qu'on avait suivant le entre guillemets, matériel qu'on n'a plus. Donc des stratégies spécifiques à chaque type de problème, et en fait la seule chose qu'on a à faire, c'est organiser les informations qu'on avait déjà suivant ces stratégies. Alors le problème, c'est que si jamais on utilise ça sur du papier, je ne sais pas s'il y en a qui font du copier-coller au papier,
c'est pas vraiment très pratique, quoi. Si on a ça sur un ordinateur, déjà, on peut faire des choses plus intéressantes. Donc, comment j'ai appliqué ça? Le bilan était assez positivement chiant, entre guillemets. J'ai pas trop de risques, en fait, étant un jeune homme vivant en France. C'est un peu... donc, accident plus probable, accident de la route. Et, je m'éclate le front, je perds le lobe frontal. Enfin, je perds pas tous les lobes frontales, mais... Et donc, j'ai une amnésie rétrograde. Donc, étape 2, qu'est-ce qui est le plus intéressant? La mémorisation, le fait juste de relire mes notes, en fait, pour les apprendre par cœur, ça marche pas, typiquement. Et en fait, ce qu'ils appellent le réapprentissage par exploration et le spontaneous recovery, c'est ce qui, en moyenne, marche le mieux. Et donc, en fait, là, c'est techniquement, c'est la partie super technique, surtout par rapport aux discussions qu'on a eues avant, c'est juste mon ordinateur qui démarre avec une page de wiki, avec les notes que j'ai pu prendre depuis quelques années, quoi. Donc c'est techniquement simple. Quelques petits outils mis en place pour quand même que ça soit un peu plus performant que juste des notes. Donc là, ce qu'on voit, le petit lien, c'est la page de mon wiki qui est sur mon portable. Donc pour que vous n'y ayez pas forcément accès, parce que je n'ai pas forcément envie de tout vous montrer. Le fait de lire, en fait, ici, Inspired by, c'est en fait entre chaque page de dire qu'est-ce qui m'a amené à avoir cette pensée-là. J'ai travaillé sur tel projet. En fait, le principe, non, ça va être trop compliqué, mais merci. Le principe étant que de pouvoir remonter en fait dans le temps et les liens logiques que j'ai fait au fur et à mesure, parce que je peux pas forcément avoir confiance dans une information, mais si je suis capable de la réétablir par mon mode de pensée que j'ai eu, là je peux. Étant donné qu'il faut faire ça avec, en se mettant à la place de la personne après l'accident. Donc c'est-à-dire que par exemple, on a certains types de mémoire où on perd la seconde langue qu'on a appris. Alors si mes notes sont en anglais, c'est souvent le cas. Si jamais j'ai perdu la notion de l'anglais, c'est dommage, ça ne marchera pas. Enfin, il faudra retraduire, etc. Ça va être compliqué. La visualisation, alors là c'est minuscule, on voit pas, mais c'est basé sur un wiki. Donc j'ai pour toutes les édits en fait, chaque page, je peux remonter dans le temps et donc j'ai le type, est-ce que c'est une grosse modification, petite modification, etc. La liste de toutes les éditions pour voir s'il y a eu des pics dans le temps et je peux remonter suivant les événements qui se sont passés dans la vie à ce moment-là. En haut à droite, c'est le fait d'exprimer que l'information est périssable. Donc chaque page, en fait, j'ajoute du bruit, des 0 et des 1 qui n'ont rien à voir sur la page, pour signifier que finalement, ce qui était vrai il y a 5 ans l'est peut-être plus maintenant. Donc c'est juste un petit rappel pour faire attention. Le Wiki Brain Mapping, c'est une carte en 2D. C'est une transformation géométrique du modèle 3D du cerveau plaqué en 2D pour avoir associé à chaque page de wiki là où c'est le plus probablement utilisé dans mon cerveau. Le dernier, c'est le GrisMonkey, si on a qu'utilise. C'est pas mal, c'est pour modifier toutes les pages sur Internet pour que ce soit les pages que vous vouliez. Et donc en fait, si je me balade sur une page de Google, par exemple, et que j'y suis déjà allé, je vais avoir le lien vers mes notes. C'est-à-dire que si j'ai noté la page ou la page de passage en scène, dans mes notes sur, je sais pas, la mémoire, typiquement, ça va me faire ma notification. Donc je peux, en fait, juste par ma navigation sur Internet, remonter dans mes notes. C'est vraiment le côté, le faire par l'utilisation. Alors là, c'est surtout textuel, parce que c'est pas vraiment très intéressant si on fait de la musique et qu'on a développé une mémoire auditive ou de la photo. Par contre, si jamais on garde le principe, en fait, de noter dans le temps toutes les informations, de garder un timestamp, une date, et de faire des liens logiques entre chaque, c'est le même principe. À partir du moment où on met ces métadonnées en plus, ça marchera. Mes notes ne sont pas les vôtres et elles sont à peu près inutiles. Le principe seulement, le processus est intéressant. Et évidemment, le fait de maintenir tout ça libre pour pouvoir personnaliser autant qu'on veut, pour avoir confiance dans le code qu'on va utiliser, c'est à mon avis primordial. Et parce qu'on manipule toutes ces informations qui ne sont pas pour tout le monde. Alors, les problèmes de cette solution, parce qu'évidemment, il n'y a rien de magique, on peut tout perdre. Si ma maison brûle et que toutes mes notes sont dessus, mes backups, etc., c'est fichu. Donc, solution classique, faire des sauvegardes à d'autres endroits. On peut tout se faire voler. Solution classique, cryptée. On peut, alors, j'imagine que certains ont vu Inception.
Si jamais vous piquez mon ordinateur, que vous mettez une fausse mémoire sur, par exemple, je vous ai rencontré aujourd'hui et vous étiez brillant. Alors que, bon, non, mauvais exemple. Vous n'étiez pas brillant et vous m'avez dit que vous étiez brillant. Bon, là, c'est un petit peu embêtant. Si jamais j'ai l'accident en sortant d'ici, bon, donc signer et éventuellement faire, signer récursivement pour qu'on ait chaque niveau d'information. Et donc, au niveau de la cryptographie, comme ça a été dit avant, c'est le temps qu'on y passe. Et donc, plus c'est précieux. Ça, c'est une petite visualisation. En gros, la manière dont je vois les choses, c'est il y a des informations publiques que je peux montrer à tout le monde. Si jamais elles sont pas elles sont modifiées, etc., ça ne me pose pas de problème. Et si jamais c'est des informations sur mes amis ou ce genre de choses que je veux que ce reste privé, là par contre, je vais passer plusieurs niveaux de crypto et de tout ce qui a été présenté avant. Donc il faut aller au workshop sur ces sujets-là. Le bilan, en fait, c'est que c'est vraiment le fait d'être potentiellement avoir un accident pour perdre la mémoire, c'est difficile d'avoir quelque chose de plus intangible, on ne peut pas y toucher. Donc ça, c'est une proposition pour rendre ça un peu plus concret. Au final, pareil pour la présentation de 13 heures, une des conclusions, c'était que c'est une question économique, c'est-à-dire que plus j'y passe de temps, plus je vais avoir un bon résultat, mais en même temps, si jamais j'ai pas d'accident, est-ce que j'ai pas un peu perdu mon temps, quoi? Bon, à voir. En même temps, si jamais je considère que c'est ce qu'il y a de plus précieux, pour ça. Et à mon avis, on fait de plus en plus de choses en ligne, on fait de plus en plus de choses au format numérique, donc tout ce qui est question de crypto, privé, vie privée, etc. C'est un exemple encore où c'est important de connaître un peu ce genre de choses. Après, le bilan, c'est l'état d'esprit wiki, c'est-à-dire que la solution que je propose, elle n'est pas géniale, mais c'en est une. Et bon, on va essayer de la faire améliorer petit à petit. Et de toute façon, même si elle était géniale, il faudrait quand même l'améliorer parce que l'état de l'art au niveau de la recherche médicale, ça continue, espérons, de s'améliorer en permanence. Les stratégies, tout ce qui est comment, si on a une stroke, comment on récupère, ça change en permanence. Et les implémentations, pareil. Et le but à la fin, c'est d'être relax quand même. Et voilà, quelques petites ressources à explorer si le sujet vous intéresse. Et il y a l'adresse en bas de tous les slides, de tout ça. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des petites questions? Oui. Vu qu'il y a les petites visualisations. Ok. Donc ça, c'est les stats avec toutes les notes. Ça fait à peu près... Donc ça, j'ai commencé il y a à peu près 2-3 ans de prendre des notes sur un wiki. Alors ça marche pour les CVS, tous les systèmes en fait qui font du TMC. Le CVS, l'avantage, c'est que vous faites ça avec tout type de fichiers. Le désavantage, c'est que vous n'avez pas la syntaxe. Si jamais vous voulez faire des liens, etc., vous allez devoir réimplémenter ça. Vous pouvez faire les deux de toute façon. En fait, je te vois qui doute. Le CVS, il est vachement pratique pour tout ce qui est code, par exemple, pour ce qui est images, vidéos. Enfin, vraiment, il y a moyen de faire pas mal de choses. Par contre, tu n'as vraiment aucune syntaxe. C'est-à-dire que tu n'as pas d'interpréteur de données que tu mets dedans. Et comme un des principes quand même fondamentaux, c'est d'avoir le lien entre les informations. Si jamais tu veux avoir des chaînes entre tes différents éléments de ta vie quotidienne, à un moment, tu vas devoir le réimplémenter. Est-ce que, bon, après, c'est à chacun suivant le type d'information que tu mets dedans. Et donc la fréquence, là, j'ai fait à peu près 20, juste sur ce wiki-là, c'était 21 000 edits en 2-3 ans. Ça fait à peu près un par heure quand je ne dors pas. Mais un edit, c'est aussi le truc, un edit, ça peut être 250 lignes. Enfin, normalement, je fais pas ça, parce que si jamais j'ai un bug, bon, j'ai tout perdu. Ça peut être une ligne aussi. Alors, ça peut être, et bon, donc c'est pour ça aussi que les courbes sont assez intéressantes, pour avoir un petit peu de recul, quoi. Concrètement, s'il se passe quelque chose demain, tu commences par où après? Le scénario type. On va quand même, tout le monde va croiser les doigts pour qu'il m'arrive rien, mais s'il m'arrive quelque chose, c'est que déjà je me rappellerai même pas que j'ai un laptop et ce genre de choses. Là, vous êtes au courant, donc vous pouvez me le dire. Certains ne me connaissent pas forcément personnellement, donc là c'est fichu. Par contre, les gens autour de moi sont au courant. Donc en gros, ils vont me mettre devant mon laptop va démarrer et je vais avoir la première. C'est ce qu'était la page précédente, je crois.
Enfin bon, mon laptop démarre et je réexplore toutes les notes que j'ai prises suivant l'ordre logique, suivant le plus gros risque à l'heure actuelle. Ouais, je remonte en fait. Pareil, c'est suivant le type de problème d'amnésie, on va dire, que je vais avoir. Parce qu'il y a certains où tu peux avoir, tu peux perdre juste la dernière année, ou tu peux perdre seulement des choses qui avant 5 ans. Enfin, c'est vraiment, c'est non trivial. Enfin, Et du coup, t'as pas de mot de passe sur ton laptop? Parce que j'imagine que alors- si tu arrives devant ton laptop et qu'il y a une demande de mot de passe. ça serait assez dommage quand même que je vienne sur une conférence avec la sécurité avec un laptop non protégé avec toutes les informations personnelles. Mais donc ça c'est le côté en fait, enfin c'est un petit visuel sur plus c'est privé, plus c'est protégé. Sur mon laptop personnel, pour le début, j'ai pas de mot de passe. Le truc c'est que c'est pas ce laptop là. Donc en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez avec celui-là, c'est pas ça. Il faudrait aller chez moi. Donc le début n'en a pas. Parce qu'à mon avis, si jamais je dois me rappeler d'un mot de passe avec un événement où j'ai perdu la mémoire, c'est ça c'est un peu c'est la difficulté. C'est un problème entre guillemets économique où tu dois avoir à la fois maximiser tes chances de récupérer le maximum, mais en sachant qu'au quotidien, il ne faut pas que n'importe qui puisse avoir accès à ces informations. Et quand je mets, il y a un slide où, c'est celui-là, pas de solution miracle, pas de solution miracle, pas de solution miracle, où j'insiste, c'est que pour l'instant, je ne vois pas de solution. Où et du coup, par exemple, ce qu'on m'a déjà demandé, c'était je crois que c'est les IBM, où tu mets ton empreinte digitale. C'est pas des vraies solutions de sécurité. Il y a toujours des moyens de passer outre, quoi. Et puis une fois qu'il est déjà booté, et puis une fois que ceci, oui, il faut toujours prendre ça en compte. Donc, ça serait une solution entre guillemets légale, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis reconnu comme étant moi, mais à ce moment-là, ça peut être délégué de cette façon-là, mais il faut que les gens autour de moi le sachent. Parce que si jamais j'ai oublié que je... Ouais. De bits. Voilà. Très bonne suggestion. Je pense à un autre axe de réflexion, c'est donner un bout de secret à plusieurs personnes. Donc à 3 ou 4 personnes, et puis bon, faut pas que les 3 ou 4 se connaissent, puis sinon ils sont capables de reconstituer, mais ça doit être une possibilité en tout cas. Non mais enfin il existe certains algorithmes justement, c'est par élément partagé, donc ça doit être possible, même si on en perd un, on doit être capable de reconstituer quand même. Mais bon, je connais pas tous les détails. Et même ça va être le même argument qu'en fait ce que toi tu as proposé, c'est si jamais la banque à laquelle j'ai donné ma clé ferme, si jamais je sais pas. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais en fait à partir du moment où tu distribues la sécurité dans ton environnement, si jamais, c'est le pourcentage de chances que tel élément de la chaîne, si jamais il est requis, disparaisse ou se fasse. Il y a un niveau de fiabilité, une banque par rapport à une entité par rapport à une personne. Il y a plus d'assurance. Ou un notaire. Voilà. Ça fait partie du travail du notaire de protéger ce genre de choses. Ou alors l'autre solution, c'est d'être toi-même une partie de la clé. Donc par exemple, d'avoir une puce implantée quelque part. Mais ça revient au même que l'empreinte digitale. Il y a des moyens de passer outre à ce que je sache. Donc, s'il y en a qui veulent faire un workshop pratique ou je sais pas quoi, je peux tenter quelque chose. Oui, par rapport à vos questions, je pense que si vous avez un peu de temps ce week-end, je pense que Fabien est disponible pour en discuter ici ou ailleurs, pour trouver des solutions. Et il est sur le channel IRC officiel Life Hacking sur Facebook. Voilà, et c'est Utopia sur son nickname. Donc on va passer à Tanguy, qui est connu pour aimer le logiciel libre, les données publiques,
mais aussi qu'il aime le tourisme expérimental. Alors oui, effectivement, je vais vous présenter une méthode de life hacking un petit peu particulière, qui est accessible à tout le monde. Moi, au début, ça me faisait peur, ces trucs de perdre la mémoire et tout, des engagements vraiment forts pour raconter toute sa vie et tout. Donc du coup, j'ai décidé de m'intéresser à une pratique qui existe déjà depuis un petit bout de temps, qui s'appelle le tourisme expérimental. Alors en fait, quand on fait du tourisme, et particulièrement quand on visite une ville, on est en général confronté à deux possibilités. La première, on prend un super bus, c'est pas compliqué, on monte dans le bus, on s'assoit et on attend que ça se passe. Et puis le savoir vient tout seul et on découvre la ville. Et on a l'impression, une fois qu'on sort du bus, qu'on a tout compris. Il y a l'autre possibilité, c'est de prendre son sac à dos, on prend un petit peu de littérature et on part sans vraiment trop planifier. Et puis on voit ce qui se passe au fur et à mesure. Alors il faut dire que ces deux solutions-là, elles ne sont pas forcément optimales. D'un côté, la solution sac à dos, on s'amuse bien, on a une sensation de liberté, mais en même temps, on est toujours confronté à un problème qui est de faire des choix. On doit toujours faire des choix, et quand on voyage à plusieurs, il faut se mettre d'accord sur ces choix-là. Est-ce que toi, tu as envie d'aller visiter ce truc, ou tu as plutôt envie d'aller à la plage? Est-ce que tu as envie de faire de la rando, machin truc? Ça prend du temps. Et de l'autre côté, le bus, c'est un avantage parce qu'on a la sensation d'avoir tout vu. Alors que quand on prend peut-être un guide ou qu'on prend un peu la littérature, on a plutôt l'impression d'avoir pas vu assez. Et la prise de décision est rapide, on monte dans le bus et après on s'occupe de rien. Alors, il y a peut-être une solution intermédiaire qui est le tourisme expérimental. Alors, qu'est-ce que c'est que ce tourisme expérimental? Le tourisme expérimental, ça a été inventé par un Strasbourgeois qui s'appelle Joël Henry en 1990, où avec 2-3 amis, ils se sont dit tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas inventer d'autres des protocoles de voyage? Alors, ils ont, par exemple, ils se sont amusés à visiter touristiquement des institutions, genre le Parlement européen, ils sont allés bouffer à la cantine, ils sont allés voir les documentalistes, etc. etc. Il y a, alors j'avais pris quelques notes, excuse-moi, parce que les noms je ne me rappelle pas forcément, parce qu'il a baptisé toutes ces petites expérimentations. Il y a l'éro-tourisme, c'est partir en couple, mais chacun de son côté, et ne pas se dire où on doit se rencontrer. Donc on part à Venise. On sait qu'on est tous les deux à Venise, mais par contre, on a le week-end pour se retrouver. Il y a le tourisme Fibonacci, c'est de prendre l'annuaire des pages jaunes, et on expérimente le lieu numéro 1, le lieu numéro 2, etc., en suivant la suite Fibonacci. Il y a l'hypertourisme, c'est au lieu d'aller dans un supermarché pour acheter des choses, on le visite d'un point de vue touristique. Genre, on prend un caddie et on prend tous les produits rouges. On se balade dans les rayons et on met dans le but, c'est pas d'acheter, c'est juste de découvrir ce nouveau lieu. Il y a le Monopoly tourisme, visiter toutes les cases d'une Monopoly à Paris. La rue de la Paix, la prison, etc., etc. Donc il y a le cubisme aussi pour les gens qui habitent à Bordeaux ou à Brest. Vous allez visiter tous les lieux de la communauté urbaine de Bordeaux, Brest, Besançon, etc., etc. Donc voilà, en gros, c'est essayer de se mettre d'accord sur un protocole, et puis on se sent relativement libre, parce que c'est nous qui avons choisi le protocole, mais en même temps, on n'a pas ce problème de prise de décision, puisque c'est le protocole qui nous donne ce truc de prise de décision. Donc ils ont créé un petit site qui est assez rudimentaire, mais qui est rigolo, parce qu'il liste la majorité des choses qu'ils ont faites, qui est le Latourex, le laboratoire de tourisme expérimental. Et il se trouve que Lonely Planet a sorti un guide aussi pour proposer certains des éléments, et le bouquin est assez rigolo. Alors, avec un pote avec qui je travaille, on en avait marre de travailler, lui il est à Lyon, moi je suis à Paris, et donc on s'est dit, tiens, on va se retrouver dans une ville commune, enfin à équidistance, et donc on est allé à Dijon. Et on y allait sans vraiment savoir ce qu'on allait faire. On savait que le vendredi soir, on devait se mettre d'accord avec une copine qui nous hébergeait sur le protocole. Il fallait qu'on aille le définir et essayer d'avoir cette sensation d'exhaustivité, d'avoir découvert un maximum de choses dans la ville. Alors il se trouve qu'on a découvert une trentaine de lieux. Là, on a pris quasiment une photo à chaque fois de tous les lieux. Donc il y a des éléments très touristiques. Le palais des Ducs est au milieu. Ah ben non, le truc est derrière, donc je vais avoir un peu de mal. On a découvert des restos qui sont assez cool, des bars, enfin bref, tout un tas de trucs. Alors comment on a fait ça?
eh bien, on a défini donc un protocole qui était valide pendant 48 heures, le temps de notre séjour à Dijon. Et la première étape, c'est d'aller voir la première personne qu'on rencontre et lui demander quel est son lieu préféré à Dijon. Après, eh ben, on est allé dans ce lieu-là, on l'a visité, on a documenté, on a pris une photo, on l'a microblogué, etc. On a noté les coordonnées, et puis on recommence à l'étape 1. On va voir la première personne qu'on rencontre, et on lui demande de nous dire quel est son lieu préféré. Alors le truc, c'est aussi d'éviter d'aller voir toujours les mêmes lieux, mais en excluant les lieux déjà faits, eh bien, voilà, j'ai fait une petite carte de tous les lieux qu'on a visités. Donc le centre de Dijon, c'est en haut à droite, donc on a vu pas mal de choses dans le centre, mais aussi un petit peu dans les périphéries. Il y a un parc dans le sud de la ville qui est assez rigolo. Et puis à l'intérieur, là c'est pareil, on s'est baladé dans toute la ville. Alors, ce qui est assez rigolo avec ça, c'est qu'en fait, non seulement on a sans doute découvert, je regardais là tout de suite pour essayer de me rappeler un petit peu les différents lieux, on a vu à peu près tous les lieux touristiques importants, on a découvert des bars qu'on n'aurait sans doute jamais fait, on a parlé avec plein de Dijonnais, puisque à chaque lieu on a dû discuter, leur raconter ce qu'on faisait, leur demander quelle était leur vision de leur ville, etc. etc. Et puis on n'a pas arrêté de parcourir la ville, parce qu'on n'a pas fait l'algorithme du voyageur de commerce. On y allait totalement au hasard, donc grosso modo on n'a pas arrêté de parcourir la ville du nord au sud et de l'est en ouest. Et du coup, on a aussi une sensation assez bonne de quelle est l'architecture, comment est structurée urbanistiquement la ville, puisqu'on est passé par pas mal de rues, repassé dans ces rues, on avait l'impression que cette rue était à côté d'une autre, et en fait non, elle n'était pas, etc., etc. Un petit peu comme si on y avait un petit peu habité. Lorsqu'on déménage dans une ville, au début on se perd un petit peu, et puis on commence à avoir quelques repères. Moi, là, j'ai la sensation de connaître un petit peu mieux juste en 48 heures Dijon et d'être capable de m'orienter. Et donc, j'ai fait un petit peu mienne la ville de Dijon sans avoir jamais habité. Alors, on a du coup un peu documenté. Alors, si vous allez sur le site, je ne m'en suis pas du tout occupé. Donc, on a commencé, on était très enthousiastes de retour de week-end, et puis on n'a pas eu le temps de documenter les 30 lieux. Mais donc voilà, c'est sur cette adresse-là. Et je vous engage vraiment à le faire. C'est un truc qui est vraiment rigolo. C'est pas compliqué. On n'a pas besoin de se poser des questions de est-ce que la sécurité de mes données est applicable? Là, non. Et puis on peut dévier un petit peu du protocole. Typiquement, on a interpellé sur les réseaux de microblogging les gens qui nous semblaient être à Dijon pour nous proposer d'autres lieux, pour les proposer de se rencontrer. Et comme on est dans une disposition d'aller vers les autres, ce qui est compliqué quand on est en voyage, là c'était hyper simple puisque ça faisait partie du protocole, on était obligé de le faire, et donc du coup ça simplifie aussi beaucoup les rapports avec les Dijonnais, et c'est sans doute le plus grand plaisir qu'on a eu, c'était vraiment de rencontrer des gens de Dijon. Ah, il n'est plus en ligne? Ah bon, désolé. Ah oui, effectivement, je m'occuperai de le mettre en ligne. Désolé d'avoir teasé quelque chose. Je crois que ça m'était déjà arrivé lorsque j'avais présenté la première fois. Oui, absolument. Mais pour s'assurer de la redondance de sites de documentation, faites-le aussi vous, comme ça, comme mon site ne marche pas, il y aura d'autres sites qui le documenteront. Ah, ouais, d'accord. Bon, je regarderai. Merci en tout cas. Vous avez peut-être des questions ou... Si vous voulez tester, dans 3 semaines, il y a Strasbourg. Vous allez à Strasbourg et vous essayez de trouver les geeks. Je pense que vous n'aurez pas trop de difficultés à les trouver. Je rappelle d'ailleurs que les réservations pour les rencontres mondiales de Lips sont ouvertes depuis hier, donc dépêchez-vous. Alors on va finir par une présentation en 6 minutes chrono. Imaginez que demain vous deviez présenter un sujet en 6 minutes à quelqu'un. Alexis va vous expliquer comment faire. Alors si au bout de 6 minutes il n'a pas réussi, c'est que franchement c'est le fail total. Mais le principe, c'est ça, le dire en 6 minutes pour faire passer un message avec le maximum d'efficacité. Alors il faut que la technique suive, parce qu'en plus il a un timer, vous avez vu. Ça fonctionne dans le logiciel libre, ça? Surtout on décompte pas les 6 minutes de la préparation. C'est bon, on va pouvoir y aller. Vous êtes prêts? Alors on est parti. Alors cette fois le sujet est complètement différent.
il ne s'agit plus de déclencher un petit minuteur pour faire 6 minutes ou pour faire 25 minutes. C'est de se dire comment on peut faire passer un message avec la meilleure efficacité. On a presque tous, peut-être même tous, été confrontés à un moment donné à l'envie, le besoin, la nécessité de faire passer un message. Et puis on savait que c'était pas forcément si évident que ça. Puis on voit bien que quand c'est trop long, c'est trop long. Puis le message finalement il se dilue, il passe plus. Il y a des gens qui disent qu'en fait c'est très simple. La réponse est là. Ils disent c'est facile, il faut 6 minutes. 6 minutes pour faire passer un message. Alors vous allez me dire 6 minutes, ben non, 6 minutes c'est trop court. C'est trop court. D'ailleurs, on le sait. Hein, pour ceux qui ont des enfants, pour ceux qui sont déjà allés porter un colis à la poste, on voit bien que 6 minutes, c'est bien trop court. On l'aurait bien fait durer encore un petit peu, non? Ou alors, vous savez, les 6 premières minutes d'un speech qui s'annonce vraiment bien chiant quand même. Et vous êtes au milieu de la salle, vous pouvez pas sortir, c'est filmé. Tout le monde vous connaît, et vous savez que ça dure encore 40 minutes. C'est con. Hein. Et il paraît que c'est la pire des morts. Alors, tué par quelqu'un qui parlait. Et là, on se dit, ah ouais, alors comment faire? Alors, vous êtes tous allés dans des conférences où, non, ils sont pas morts en fait, ils sont juste endormis, c'est pas grave. Ils vont se réveiller après. Et cette idée des 6 minutes, vous savez que c'est pas trop court. Non, parce qu'en vrai, il y a plein de speeches qui font moins de 6 minutes. Vous allez sur le site de TED, vous sélectionnez des speeches, il y en a plein en moins de 6 minutes. Il y en a même, ils font beaucoup moins. Il n'y a pas très longtemps, à TEDx Bordeaux, j'en parle parce qu'il y a quelqu'un ici qui a fait un speech aussi à TEDx Bordeaux, je vous encourage à aller voir. Il y a un gars qui a fait un speech en moins de 6 minutes pour parler des dead drops. Et ça marche, c'était sympa. Alors les autres, ils ont fait des speeches un peu plus longs, parfois ils sont allés jusqu'à 12 minutes, 18 minutes. Et ces modèles-là existent. Vous connaissez peut-être Pecha-Kucha, c'est 6 minutes, 20 slides, chronométrés. Ignite, c'est 5 minutes, 20 slides, c'est 15 secondes par slide, c'est un petit peu plus compliqué. Et donc il y a plein de gens qui sont entraînés à délivrer un message. Toastmaster, c'est le principe, hein, c'est vous entraîner avec vos pairs à délivrer un message de qualité. Donc maintenant qu'on sait tous que ça existe, qu'il y a plein de gens qui le font, comment on le fait? Parce que ok, bon d'accord, les autres le font, mais comment on le fait? Alors comment le principe, c'est d'attraper l'attention tout de suite. Vous devez vraiment expliquer pourquoi vous êtes là. C'est-à-dire, vous ne commencez pas par dire « Alors voilà, moi j'ai commencé, j'ai fait mes études, et j'ai décidé de faire un doctorat en physique. » Non, vous rentrez tout de suite dans le sujet. C'est quoi le sujet dont vous allez parler? Comme ça, les gens, ils savent. Déjà, ça ne dure pas longtemps, ça dure 6 minutes. Vous êtes assuré que la personne qui va introduire votre présentation dit que ça va se passer en 6 minutes. Donc vous savez que ça ne va pas être long. Et vous savez au moins pourquoi c'est. Ce qui fait que si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez déconnecter pendant 6 minutes, ça ne va pas durer trop longtemps. Et si ça vous intéresse, bah, c'est bon, c'est maintenant. Là. Vous parlez du contexte. Donc, voilà, le contexte. Comment ça se passe? Si j'ai ce problème, ou si j'ai cette proposition à vous faire, dans quel contexte elle s'inscrit? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, vous savez, les présentations, qui sont parfois un peu longues, parfois un peu chiantes, et où on ne sait plus bien si le message est vraiment passé. Vous rendez l'idée tangible, vous montrez que ce que vous dites, ça existe vraiment. C'est ce qu'on a fait, on a dit, il y a déjà eu des présentations comme ça. Je ne pouvais pas vous la faire en 6 minutes, parce que c'est ce qu'on est en train de faire, donc c'est pas facile. Et après, bah, vous dites, quel bénéfice on va en retirer de tout ça? Parce que c'est bon, vous avez dit que ça peut exister, et maintenant vous dites, bah, d'accord, comme vous proposez un changement, il faut vous assurer que les gens sachent quel bénéfice ils vont pouvoir retirer de ce changement. Parce que sinon, c'est le statu quo. Vous savez bien, c'est comme tous les gens qui proposent des changements, qui sont toujours face à ce problème. Les gens ne veulent pas changer. Ils sont chiants, les gens. Et moi non plus, je ne veux pas changer. D'ailleurs, c'est une de nos caractéristiques, on ne veut pas changer. D'ailleurs, tous ceux qui disent qu'ils veulent changer, qui aime changer ici? Je suis sûr que c'est pas vrai en plus. Mais il y en a quand même eu 5, hein, vu sur le nombre. Et en fait, on n'aime pas changer, on a une aversion au changement. Parce qu'en fait, on sait ce qu'on a, on est confortable avec, on ne sait pas trop l'inconnu, tout ça. Donc il faut qu'on comprenne bien quel bénéfice on va avoir à changer. Et dans ce cas-là, on peut jouer. Il y a des études qui ont été faites très rigolotes sur des paris comme ça. Les gens acceptaient de parier 100 € à pile ou face, à une condition. C'est que s'ils gagnaient au moins 200 €.
Complètement con, hein. C'est une chance sur deux qu'ils le fassent. Mais si on leur proposait de jouer 100 € à égalité, ça ne marchait pas, ils ne voulaient pas jouer. Et à partir de double de la perte qu'ils étaient capables d'estimer, ils pouvaient jouer. Donc vous voyez, quand vous exposez le bénéfice, il faut bien que le bénéfice il soit... Je ne vous dis pas de mentir, hein, mais il faut que ce soit suffisamment clair pour la personne à qui vous proposez le changement pour qu'il ait vraiment envie de changer. Donc la récompense. Alors nous, la récompense, c'est des réunions plus courtes. 6 minutes. Et puis, c'est la présentation. Donc, pour faire une présentation en 6 minutes, il faut préparer un petit peu plus. Donc, on a des chances que ce soit un peu plus pertinent. Si vous demandez à quelqu'un qui connaît bien un sujet de faire une présentation en 2 heures, il n'a pas besoin de préparer, il commence tout de suite. Puis, dans 2 heures, il s'arrêtera. Par contre, si vous lui dites « t'as 6 minutes », il va être obligé de se tordre un petit peu la tête pour savoir c'est quoi le message qu'il veut faire vraiment passer. Et donc, une fois que vous avez passé 6 minutes à faire votre présentation, les 45 minutes restantes de votre réunion, ça peut être pour savoir comment on pourrait implémenter tout ça. C'est quand même plus sympa, parce que vous allez pouvoir partager avec les autres. Ça vous paraît bien comme bénéfice? Si vous voulez en savoir plus, Ron Hoff, il a écrit un bouquin qui s'appelle Say It in Six, d'où le titre. Et il a fait un petit exercice dedans. Aux États-Unis, il y a un discours important dans l'année, c'est le discours sur l'état de l'Union. Alors, les présidents américains sont pas idiots, ils savent bien qu'il faut passer entre 2 coupures pub, et le discours de l'état de l'Union est relativement court en général. À l'époque, c'était Bill Clinton qui faisait le discours de l'état de l'Union, il avait fait un discours en 12 minutes. Donc dans le bouquin, vous pourrez lire le discours de Clinton, et puis le discours en 6 minutes réécrit par Ron Hoff. C'est rigolo. C'est qu'à la fin du discours en 12 minutes, que vous avez lu, vous avez le papier, il vous demande ce que vous avez retenu du discours. Et vous êtes vachement embêté quand même pour dire ce que vous avez retenu. Et pas seulement parce que c'est en anglais et que les États-Unis ça vous intéresse pas vraiment, mais et à la fin du discours en 6 minutes, certes, vous avez déjà lu l'autre, en fait, vous identifiez vachement facilement les grands points clés du discours. C'est surprenant. Et 6 minutes, c'est beaucoup plus court que 12. Imaginez 45. Et voilà. Merci à vous. Merci Alexis. Donc je rappelle le site web lifehacking.fr, le salon IRC /lifehacking sur Freenode. Je crois que ce week-end ou lundi, je mettrai en ligne la prochaine réunion, donc qui sera ce coup-ci ouverte, qui n'aura pas lieu ici mais qui a lieu à Paris. C'est généralement un lundi par mois de 19h30 à 21h, donc tout le monde est le bienvenu évidemment, et les comptes rendus sont en ligne. Et puis je remercie les 3 intervenants qui sont venus faire ces présentations sur ces sujets-là. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le flux RSF, venir sur le salon, ou venir à la prochaine réunion qui aura lieu, je crois que c'est le dernier lundi de juin. Ouais, je crois que c'est le 27 juin. Mais ça sera annoncé sur le site ce week-end sans aucun souci, quoi. Donc je crois que la prochaine intervention c'est à 18h, donc on fait une pause de 45 minutes à peu près. Et puis merci à vous.